On parle d'une nouvelle dimension pour vos produits dès maintenant. Pourquoi une nouvelle dimension? Parce qu'on est en train de passer du 1D, donc de l'EN13, vers le 2D, symbolisé par le QR code augmenté GS1. Et avant même de parler de ce standard, j'aimerais qu'on prenne juste quelques instants pour revenir sur le QR code classique. Un QR code que vous avez à peu près tous, je pense, commencé à connaître, ou en tout cas à pratiquer en 2020, lors de la crise sanitaire. Même si, il faut le savoir, ce QR code, il existe depuis bien plus longtemps, il existe depuis 1994. Il a été inventé par un ingénieur japonais. Nous, chez GS1, on a fait un store check en mai dernier dans l'idée de voir où en était la démocratisation du QR code classique auprès des marques. Donc l'objectif, c'était de quantifier le nombre de marques qui avaient un QR code sur leur packaging et d'analyser quels étaient les usages qui en étaient faits. Donc l'idée ici, ça va être de vous présenter quelques résultats de ce store check. Donc on a checké en tout 2000 références produits. Sur ces 2000 références produits, il y en a 323 qui avaient un QR code sur l'emballage, soit à peu près 13% des produits qui ont été analysés au total. Sur ces 323 références produits, on a recensé 15 secteurs d'activité au total et notamment 45% de produits qui étaient des boissons et des liquides, notamment des vins et spiritueux. 18% sur des produits frais, 16% sur des produits d'épicerie sucrés et salés. Et donc, ces 323 références produits appartiennent à un total de 275 marques, dont 3 utilisent déjà le QR code augmenté GS1. Et donc, on a analysé, comme je vous le disais aussi, les usages de ces QR codes classiques. Pour 52%, c'était plutôt sur de l'engagement marque, c'est-à-dire un QR code qui renvoie vers un lien web type la page web de la marque ou encore une application de la marque. Utilisé aussi pour faire de la traçabilité, pour communiquer sur des idées de recettes, en tant que packaging étendu, donc tout ce qu'on ne peut pas mettre sur un packaging, le QR code prend le relais. Communiquer sur les réseaux sociaux et même une ou deux entreprises qui l'utilisaient pour améliorer tout ce qui était rappel de produits. Voilà, donc là vous avez une liste non exhaustive de marques qui utilisent le QR code sur leur packaging, puisque je vous en ai dit qu'il y en avait 275, en tout cas que nous, on a pu checker lors du store check. Donc aujourd'hui, il y a un défi, notamment pour GS1, qui est au service de l'économie circulaire depuis 50 ans. Ça va être d'accompagner toutes les entreprises qui le souhaitent à faire la transition de l'économie linéaire vers l'économie circulaire. Et ce, en utilisant les standards GS1. Comme vous le savez, aujourd'hui, le EN13, même s'il fait très bien son travail depuis 50 ans, il est quand même limité en termes d'informations qu'il va pouvoir transmettre aux consommateurs, donc vous et moi. Paradoxalement, on va toujours en demander plus en termes de traçabilité et de transparence sur les produits qu'on achète. Donc l'idée, c'est quoi? C'est d'aller chercher maintenant beaucoup plus d'informations derrière le produit, justement pour qu'on ait des décisions d'achat qui soient beaucoup plus éclairées, qu'on puisse faire des choix, par exemple comparer l'impact environnemental d'un produit par rapport à un autre avant achat. Donc aujourd'hui, on a de nouveaux enjeux qui se multiplient, de nouvelles attentes aussi de la part du consommateur et de nouvelles attentes de la part de la réglementation. Donc vous pouvez voir quelques enjeux à l'écran, ce sont ceux qui reviennent le plus souvent. Durabilité RSE, donc notamment dans l'optique d'améliorer tout ce qui est recyclabilité des produits, des emballages. Traçabilité, notamment tracer tous les ingrédients qui composent un produit, savoir d'où proviennent les matières premières, etc. Sécurité, ça va être notamment protéger au maximum le consommateur, tendre vers le risque zéro en améliorant le système de retrait et appel de produits. Et gestion des inventaires, une amélioration des gestions de stock, notamment pour lutter contre le gaspillage, par exemple alimentaire. Engagement consommateur, ça va être contextualiser, personnaliser la relation avec son client, dans l'optique aussi de le fidéliser. Et packaging amélioré, c'est ce que recherche aussi tout département marketing, c'est de pouvoir à la fois communiquer sur un nombre important d'informations business et réglementaires qui intéressent le client,
tout en faisant en sorte que le packaging y soit lisible. Donc, chez GS1, on s'est demandé, est-ce qu'il y a un standard qui peut répondre à tout cela, à tous ces enjeux? La réponse est bien entendu oui, et c'est là qu'entre en scène le QR code augmenté GS1. Ce QR code augmenté GS1, il va remplacer de manière progressive le symbole du commerce, le N13. Vous avez tous en tête cette date de 2027 qui doit rendre possible le passage en caisse du QR code augmenté GS1, mais aussi l'exploitation des données produits qui vont se trouver dans le QR code augmenté GS1. Alors, attention, le N13, ça ne veut pas dire qu'il disparaît en 2027. Il y aura une phase de transition, une période de cohabitation où on aura un double marquage. On pourra retrouver de l'EN13 et du QR code augmenté GS1 sur le même packaging, et ça, sans doute, même plusieurs années après 2027. Il n'y a pas de date établie à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'est pour laisser le temps au marché, à vous les acteurs, de faire cette transition. Donc, maintenant, si on entre un petit peu plus dans le détail de comment se constitue un QR code augmenté GS1, eh bien, c'est tout d'abord un QR code. Et ce QR code, si on établit notre focus sur cet outil de capture, déjà, il a plusieurs avantages par rapport à l'EN13. Il est plus petit qu'un EN13. Il peut contenir davantage d'informations, jusqu'à 4400 caractères au total. Alors, disclaimer là aussi, l'idée, c'est pas de mettre 4400 caractères dans le QR code augmenté GS1, puisque plus vous mettez de caractères, plus la taille du QR code est exponentielle. Donc c'est pour ça que les marques doivent aussi bien choisir les informations qu'elles souhaitent intégrer et pour quels usages. Plus lisible aussi et donc plus fiable, ça du fait de la redondance d'informations que vous allez retrouver dans les petits carrés qui composent un QR code. Donc si vous avez un accro sur un QR code, normalement il reste lisible, chose que ne peut pas faire un EN13. Et il a la même vitesse de scan pour le passage en caisse. Très important aussi, mais ça on y reviendra quand on vous présentera les travaux qui ont été menés à l'international. Et donc, ce qui fait qu'il est augmenté, c'est quand on y intègre le GS1 Digital Link. Ça, c'est le standard. Ce standard, il va permettre de donner accès à des informations qui sont offline. Donc, il y a des données produits type GTIN, numéro de lot, encore numéro de série, qui vont pouvoir être lisibles lors du passage en caisse. Et il va aussi, grâce à un lien web, pouvoir donner accès à des informations additionnelles, des informations online, donc plusieurs services numériques qui pourront même être personnalisables en fonction de ce qu'on appelle un contexte de scan pour le consommateur. Mais ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, le GS1 Digital Link, c'est ce que vous pouvez voir ici à l'écran. En fait, c'est une syntaxe qui est standardisée, qui est faite de chiffres et de lettres. Et pour créer un QR code augmenté GS1, vous avez besoin, à minima, de 2 informations obligatoires. C'est un nom de domaine et un GTIN. Le GTIN, c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est avec l'identifiant de données, ou aussi appelé balise, le 01. Ça, quand les machines vont lire qu'il y a un 01, automatiquement, la suite de chiffres qu'il y a derrière, ça correspond à un GTIN. Voilà. À partir de là, vous avez créé un QR code augmenté GS1. Bien entendu, vous pouvez aller beaucoup plus loin, si vous le souhaitez, pour répondre à d'autres usages, en intégrant par exemple un numéro de lot, donc qui est caractérisé ici par l'identifiant de données 10 suivi de 20 caractères alphanumériques au maximum. Donc par exemple pour améliorer le retrait-rappel de produits. Vous pouvez intégrer aussi une DLC qui est caractérisée par l'identifiant de données 17 suivi d'une DLC si vous souhaitez par exemple faire des promotions automatisées en fonction de cette DLC. Et ce QR code augmenté GS1, il est lisible donc nativement par toutes les caméras des smartphones, donc par tous les consommateurs. Et il est lisible lors du passage en caisse grâce à un scanner optique qui est intégré dans les systèmes de caisse et ou dans les scanettes. Donc en bref, le QR code augmenté GS1, c'est un QR code plus un standard qui s'appelle le GS1 Digital Link, qui va donner accès à des informations offline lisibles en caisse, mais également à des informations online. Et là, vous aurez 2 manières de lire ce type d'informations online, soit via un serveur classique, c'est ce que font notamment certaines marques lorsqu'elles utilisent un QR code pour envoyer par exemple sur le site d'une marque ou une application. Et là où ça va devenir beaucoup plus puissant aussi, c'est quand on y ajoute un résolveur. C'est la deuxième façon de lire ces informations online. Le résolveur, c'est une sorte d'aiguilleur numérique intelligent
qui va permettre de donner accès à des informations qui sont personnalisées, paramétrées et étudiées par la marque pour le consommateur en fonction d'un contexte. Donc le contexte, ça peut être la temporalité de scan, la géolocalisation, le langage des smartphones, si c'est en chinois, en français, en allemand, etc. Ou encore l'application qui est utilisée pour scanner un QR code augmenté. Donc là, on va vous passer une vidéo, déjà qui va résumer tout ce que je vous ai dit, mais en images, et qui va vous montrer 2 exemples de ce que peut faire le Resolver en se mettant à la place d'un consommateur qui va scanner un produit et aussi d'un employé d'une enseigne de la grande distribution qui va scanner le même produit. Vous verrez qu'il n'y aura pas le même type d'information. Le QR code augmenté GS1 est le code barre nouvelle génération qui vous permet de répondre à de multiples enjeux d'aujourd'hui et de demain, dont la RSE, la traçabilité, l'engagement consommateur, les produits en vrac et à poids variable, et bien d'autres encore, le tout en un seul symbole. Mais le QR code augmenté GS1, c'est quoi? C'est avant tout un QR code classique, mais beaucoup plus polyvalent et complet, et ce grâce à un standard qui s'appelle le GS1 Digital Link. Il permet d'exploiter plusieurs standards GS1, dont le code produit, le numéro de lot, le numéro de série, et de les intégrer dans le monde du web. Le QR code augmenté GS1 fonctionne comme un aiguilleur intelligent et peut rediriger vers des informations différentes selon l'utilisateur, l'application et le contexte. Il donne accès à des informations web via un serveur classique. Mais il permet également de fournir une information spécifique définie par la marque, et ce en fonction d'un contexte de scan comme la géolocalisation ou la temporalité. Le QR code augmenté GS1 est lu par des caméras de tout type de smartphone. Par exemple, lorsqu'un consommateur est en magasin et scanne un produit, comme un paquet de farine, il va être redirigé vers les informations nutritionnelles. La marque commerciale peut décider de rediriger le consommateur vers d'autres types d'informations, comme une idée de recette pour faire des crêpes le jour de la Chandeleur. Grâce au standard GS1 Digital Link et à une mise à jour continue des liens web, l'utilisateur aura accès à des informations personnalisées, et tout ça en un seul et unique QR code augmenté GS1. Pour le passage en caisse, le QR code augmenté GS1 pourra être lu via un scanner. Son objectif sera de garder toutes les informations encodées nécessaires au passage en caisse, le code produit, potentiellement le numéro de lot ou la date de limite de consommation. Prenons cette fois-ci un autre exemple d'utilisateur, un employé d'une enseigne distributeur qui utilise une application professionnelle pour scanner le paquet de farine. Via l'application professionnelle et grâce au GS1 Digital Link, l'employé sera redirigé automatiquement vers les informations de gestion de stock ou à la mise en avant de produits en magasin en fonction de l'actualité. Toutes ces actions sont désormais possibles avec le QR code augmenté GS1, qui remplacera progressivement le code barre classique dans les années à venir. Un changement qui s'opère dès à présent au sein de GS1 France, entre tous les acteurs pour faciliter la transition. Préparez la migration en l'ajoutant dès maintenant sur vos produits et créez de nouveaux usages adaptés à vos différents utilisateurs. Le QR code augmenté GS1, un scan, des possibilités infinies. Vous avez vu qu'en fonction de si on utilise un Resolver, en fonction de l'utilisateur, il n'y a pas forcément la même information qui est retransmise en fonction justement de ce contexte de scan. On a vu un scan des possibilités infinies, ça veut dire que ce sera aux marques de décider quels usages elles souhaitent donner à ce QR code augmenté GS1. Et le premier terrain de jeu, le premier cas d'usage qui va permettre de déployer, on va dire, le QR code augmenté GS1, c'est l'engagement consommateur aujourd'hui. C'est une porte d'entrée qui, on va le voir, va permettre de donner accès à d'autres cas d'usage. Donc, en fonction du niveau de granularité d'identification, c'est-à-dire en fonction de si on souhaite intégrer de la donnée statique ou de la donnée dynamique, donnée froide, donnée chaude, on va pouvoir répondre à différents cas d'usage. En intégrant de la donnée statique, comme je vous l'ai dit, on va pouvoir faire de l'engagement consommateur, on va pouvoir répondre aussi aux enjeux de packaging étendu. Si maintenant on souhaite intégrer de la donnée dynamique, donc comme un numéro de lot par exemple, on va répondre à d'autres enjeux. Numéro de lot ou DLC va répondre à des enjeux type retrait-appel, traçabilité, recyclage ou encore lutte contre le gaspillage alimentaire. Si on intègre des données à poids ou prix variable, on va répondre aux enjeux liés au vrac et au poids variable, par exemple pour avoir une meilleure traçabilité des produits, mieux gérer les stocks de produits à poids variable, etc.
Si on intègre maintenant un numéro de série, on va pouvoir répondre à encore d'autres enjeux qui sont liés à la seconde vie des produits ou encore aider à la lutte contre la contrefaçon. Donc, je pense que vous l'avez compris, le GS1 Digital Link, ce standard, c'est une solution pour répondre à de nombreux défis, à de nombreux enjeux qu'on a listés tout à l'heure. Notamment parce qu'il y a un choix possible de 519 identifiants de données. Donc, autant d'informations possibles, vous allez pouvoir répondre à plein de cas d'usage. Donc là, ce que je vous ai mis à l'écran, c'est des structurations de GS1 Digital Link. Alors, c'est des exemples parmi d'autres, mais qui vont pouvoir permettre de répondre à certains cas d'usage. Donc, engagement consommateur, on l'a déjà dit, un nom de domaine plus un GTIN, entre autres. Anti-gaspillage, on peut reprendre la même structure en y rajoutant un identifiant de données 17 suivi d'une date pour faire de la promotion automatisable, par exemple. Poids variable, alors là, petit disclaimer, on est sur une phase de pré-standardisation. Donc ce que vous voyez à l'écran, il ne faut pas le prendre non plus pour argent comptant. Ça va être à vous aussi, les acteurs qui sont intéressés par ces cas d'usage, de voir comment il faudrait structurer ce GS1 Digital Link. Mais ça pourrait prendre cette forme, notamment en y ajoutant un identifiant de données 3101.net et 8005 pris par unité de mesure. Et enfin, pour les enjeux de traçabilité et retrait-rappel, on peut y intégrer un numéro de lot ou encore un numéro de série. Et bien entendu, vous avez la possibilité ou non, c'est comme vous le souhaitez, d'intégrer un résolveur. Voilà. Maintenant, je vous propose de passer à la rétrospective de la communauté d'intérêt PGC, donc, qui a eu lieu le 26 septembre. L'idée, ça va être de vous présenter quelques travaux qui ont été effectués en groupe lors de cette journée. Donc, je rappelle quand même les objectifs. Cette communauté d'intérêt, elle est dédiée au QR code augmenté GS1 pour la filière des produits de grande consommation. Et donc, les objectifs principaux de ces réunions, c'est de récolter vos besoins collectifs qui font consensus et justement de trouver des solutions derrière pour faciliter le déploiement. Ça va être aussi de définir et de valider des cas d'usage qui sont pour vous prioritaires et de mettre en place une sorte de roadmap, une timeline de déploiement jusqu'à l'ambition du passage en caisse de fin 2027. Donc, alors, on a fait des travaux lors de cette journée, comme je vous ai dit. La première étape, c'est qu'on a constitué 6 groupes qui ont fait le même atelier. Ces 6 groupes, on leur avait demandé de prioriser 5 cas d'usage. Donc, il y a 7 cas d'usage en tout qui sont ressortis dans l'ensemble des groupes que vous voyez à l'écran à gauche: traçabilité, engagement consommateur, retrait-rappel, passage en caisse, logistique, vrac poids variable et anti-gaspillage. Donc sur ces 7-là, il y en a 5 vraiment qui reviennent comme prioritaires, on va dire, pour une majeure partie des groupes. Et c'est dans cet ordre d'importance: traçabilité en premier, suivi d'engagement conso, retrait-rappel, passage en caisse et anti-gaspillage. Maintenant, ce qu'on avait demandé aussi, c'est de classer quelle était la priorité de déploiement aujourd'hui sur les cas d'usage priorisés par chaque groupe. Ce qui en ressort, si on prend les 5 cas d'usage majoritairement prioritaires pour l'ensemble des groupes. Traçabilité, alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de consensus encore. Il y a certains groupes qui veulent le déployer dès 2024, d'autres à partir de 2025-2026. L'idée, ça va peut-être aussi, dans la prochaine réunion, de redéfinir ce qui est pour vous traçabilité, parce qu'il y a un parallèle qui peut être fait également avec retrait-rappel de produits. Sur l'engagement consommateur, c'est déjà beaucoup plus clair. En gros, on l'a vu tout à l'heure, il y a déjà des marques qui l'ont déployé. C'est live dès maintenant et les groupes souhaitent aussi le déployer dès maintenant, en tout cas à partir de 2024. Sur tout ce qui est anti-gaspillage, c'est plutôt en ordre de déploiement à partir de 2025 et retrait-rappel et passage en caisse se préparer dès 2026. Il y a un groupe, toutefois, sur le retrait-rappel qui a souhaité le déployer dès 2024, dans le sens où on n'est pas obligé d'attendre le passage en caisse pour améliorer le système de retrait-rappel. Avec le GS1 Digital Link, il y a aussi d'autres possibilités pour le faire.
Donc, deuxième étape, c'était d'indiquer quels étaient pour vous les challenges, les défis pour déployer ces cas d'usage prioritaires. Donc, il y en a 5, on va dire, qui sont revenus majoritairement. C'est le premier, adapter les systèmes d'information pour gérer les données et aussi pour interconnecter les systèmes d'information entre entreprises sous-traitants dans un cas d'usage plus de traçabilité. Il y a le challenge de mieux connaître qu'est-ce que ça représente en termes de coûts de mise en œuvre aussi. Quels investissements je vais devoir faire sur ma ligne de production, par exemple si j'intègre de la donnée dynamique. Est-ce que je vais devoir faire des investissements aussi du côté IT, logistique, etc. Le challenge d'embarquer l'ensemble des acteurs également, que tout le monde soit en capacité de lire le QR code augmenté GS1, notamment d'ici 2027. Et de créer une sorte de réflexe de scan, d'acculturer aussi le consommateur pour qu'il ait cette habitude de rechercher de l'information en scannant un QR code. Un enjeu de compréhension du standard aussi, c'est-à-dire que toute typologie d'entreprise doit être accompagnée dans la connaissance du standard pour harmoniser le niveau de connaissance et aussi de bien connaître tout ce qui est règles de cohabitation dont on parlait tout à l'heure sur emballage. Et dernier challenge qui est lié à la connaissance des solutions qui sont à disposition pour vous pour permettre le déploiement. Notamment savoir si les solutions qui sont proposées aujourd'hui me permettent de respecter ma cadence de production. Est-ce que les solutions aujourd'hui me permettent de bien imprimer un QR code augmenté GS1 qui soit aussi lisible. Et donc les opportunités, cette fois-ci, qui ont été exprimées, c'était la troisième étape de l'atelier, en fonction des cas d'usage prioritaires. Sur traçabilité, les opportunités, c'est d'être plus transparent sur l'origine du produit, par exemple en traçant les matières premières qui sont utilisées pour composer un produit, d'avoir un suivi des produits qui soit aussi plus fin, en intégrant un numéro de lot ou encore un numéro de série, et de pouvoir partager de l'information à de multiples utilisateurs. Sur l'engagement conso, la possibilité de faire des opérations promotionnelles en fonction de la saisonnalité, d'ajouter bien sûr des informations en dehors du packaging, packaging étendu, d'avoir des retours de consommateurs aussi, et bien entendu de personnaliser, de contextualiser l'expérience client dans une optique de le fidéliser. Sur le retrait-appel, la principale opportunité, c'est de pouvoir bloquer au numéro de lot, ce qui va permettre de réduire les coûts de destruction, de faire moins de gaspillage aussi, et d'être plus réactif et efficace sur l'ensemble de la supply chain. Et d'améliorer ici les rappels auprès des consommateurs, puisque en scannant un QR code augmenté GS1, on pourrait imaginer qu'il y a un pop-up qui apparaît en disant que le lot 128, par exemple, est incriminé. Et donc, il doit être rappelé, il doit être détruit, en tout cas ramené en magasin par le consommateur. Passage en caisse, les opportunités telles qu'elles sont vues par les acteurs qui étaient présents à la communauté, c'est déjà une meilleure lisibilité par rapport à l'EN13, donc ça je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce qui peut engendrer aussi moins d'attente en caisse lorsqu'il y a un EN13 qui ne passe pas et que la caissière, le caissier doit taper manuellement un GTIN dans son système de caisse. Et anti-gaspillage, principale opportunité, c'est de mieux gérer les stocks, notamment en fonction de la DDM ou de la DLC, et de faire des promotions automatisées en fonction de cette fameuse DLC. Maintenant, les besoins qui ont été exprimés pour faciliter le déploiement. Il y en a plusieurs. Déjà, c'est qui je dois réunir autour de la table, quel domaine de métier dans mon entreprise je dois intégrer pour faire adhérer l'entreprise, pour qu'il y ait une prise de conscience de l'ensemble des enjeux. S'assurer aussi que l'ensemble des données produits puissent être lisibles lors du passage en caisse et qu'elles puissent également être exploitées par les anciens distributeurs. Il y a un enjeu, on l'a dit, mais de connaître les coûts de mise en œuvre, que ce soit humain, financier, technique ou industriel, les étapes aussi d'un projet de mise en œuvre, ainsi que la temporalité. Combien de temps ça va me prendre ? Il y a un enjeu, un besoin aussi de savoir, de peser le pour et le contre entre une stratégie de pré-impression et une stratégie d'impression sur ligne de production.
Un besoin d'être accompagné dans un projet de mise en œuvre. Donc, bon, on le verra tout à l'heure, mais GS1 France peut vous accompagner dans ce domaine-là, notamment sur de la formation, sur la rédaction de cahiers des charges ou sur les spécifications fonctionnelles d'un QR code ou encore d'un GS1 Digital Link. Il y aura un besoin aussi de normaliser l'information à encoder, c'est-à-dire quel format, quel AI je vais devoir utiliser, dans quel ordre, etc. C'est par exemple sur le vrac poids variable, comme je vous ai dit, on est encore sur une étape de pré-standardisation. Partager des retours d'expérience, ça c'est très important pour l'ensemble des acteurs aussi, de pouvoir se projeter de manière opérationnelle et de savoir qu'il y a d'autres acteurs qui sont en train de le mettre en place ou qui l'ont mis en place. Et un autre besoin, enfin, c'est avoir cette meilleure vision des solutions qui sont disponibles sur le marché, des offreurs de solutions, des GS1 partenaires pour permettre de déployer le QR code augmenté GS1 de manière opérationnelle. Voilà. Donc, je vous annonce que pour poursuivre ces travaux-là, maintenant, on a une deuxième réunion qui va arriver, qui sera le lundi 11 décembre. Donc, vous pouvez déjà le noter dans vos agendas. Les objectifs seront les suivants. Ça va être d'approfondir et de valider les besoins là qu'on vient de voir. Peut-être d'en rajouter hein, si vous en voyez d'autres. Et aussi de valider les cas d'usage prioritaires pour l'ensemble des groupes. Et donc l'idée, ça va être aussi de réfléchir dès à présent à des actions qu'on pourrait mettre en place de manière collective pour faciliter le déploiement du QR code augmenté GS1. Donc je vous invite à rester jusqu'à la fin de cette matinée parce qu'il y aura un QR code à flasher. Alors déjà pour avoir votre niveau de satisfaction sur l'événement, mais aussi pour que vous puissiez vous inscrire à cette communauté d'intérêt, savoir si vous êtes intéressé, et comme ça on vous enverra une invitation. Et maintenant, je vais passer la parole à Jean-Christophe pour nous présenter les travaux qui ont été menés à l'international. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc Jean-Christophe Gilbert, GS1 France. Je m'occupe également je suis co-chair de l'IDSMG, le groupe d'identification au niveau GS1. Et puis également, j'anime la présidence de la CN31, qui est la commission de normalisation sur les codes barres. Bon, il y a également un représentant ici, avec Laurent. Donc l'objectif, là, c'était de rappeler un petit peu l'origine des travaux, la genèse des travaux. Au tout début, lorsque le N13 est arrivé petit à petit sur les packaging produits, on ne se posait pas trop la question de savoir lequel il fallait scanner. Hein, il n'y avait qu'un seul code. Ce code portait le code du produit. Hein, c'est ce qu'on appelle une syntaxe autoporteuse du produit. Et donc, du coup, lorsqu'on commençait à le scanner, on savait que c'était le code du produit et ce sera toujours le code du produit. Ensuite, il y a une floraison de codes qui sont apparus sur les produits avec des usages, des besoins différents. Et ça a entraîné, ça a provoqué au niveau international une réunion pour savoir un petit peu est-ce que c'était des phénomènes qui étaient locaux ou pas. Donc chacun est venu avec ses exemples de code barre. On a vu que ça proliférait de tous les côtés et que finalement ça portait de plus en plus à la confusion parce que finalement on ne savait plus très bien quel était le code qu'il fallait ou qu'il faudrait demain scanner pour passer en caisse. Et donc du coup l'idée c'est de pouvoir voir comment on pouvait arriver à regrouper l'ensemble de ces codes barres sous un seul code barre qui pourrait permettre donc de donner et de résoudre tous les cas de métiers qui se cachent derrière l'utilisation de ces différents codes barres. Donc, l'objectif également, c'est de préparer la migration vers le code 2D, de la date de 2027, tout le monde l'a en tête. Au niveau de ces enjeux, donc, c'était de voir déjà quelle était la faisabilité technique. À partir du moment où on passe du code 1D au code 2D, il va y avoir un changement de technologie en termes de scanning, puisqu'on va passer d'un système de lecture laser à un système optique. Donc ce n'est pas tout à fait la même technologie qui est employée. Le système laser ne peut lire que le 1D. Le système optique peut lire le 1D et ou le 2D. Et ensuite, ça permet aussi, à travers ces tests, de pouvoir enrichir les besoins et les guides de mise en œuvre de façon à ce que ce soit en préparation chez vous, industriels et distributeurs, et puis également pour que les fabricants de matériel puissent aussi prendre en compte les futures spécifications qui seront celles des codes barres de demain pour pouvoir les proposer aussi nativement dans leur matériel. Donc pour ça, on a travaillé avec une université à Memphis
dans lequel on a établi un système de protocole donc, qui était basé sur d'abord un échantillonnage de différents types de codes barres, les codes 1D, des codes 2D, avec différentes tailles, avec différentes qualités également, et qui vont être ensuite passés devant des systèmes de scan. Alors il y avait 4 fournisseurs de matériel, dont Datalogic ici présent, Honeywell, NCR et puis également Zebra, qui ont fourni du matériel. Alors quand même plutôt du bon matériel pour faire ces tests-là, et qui permettaient de mettre en œuvre des systèmes bioptiques, c'est-à-dire l'équivalent des systèmes de ce que vous avez en caisse aujourd'hui, avec un scanner vertical et un scanner horizontal. Et ensuite, ce bras robotisé tourne de façon à des vitesses programmées différentes pour passer plus ou moins vite, plus ou moins près des scanners, avec des inclinaisons, des variations et des rotations différentes, de façon à identifier justement les capacités de scan de ces différents codes barres. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que, je me souviens ici avec Thierry Villade de Carrefour, on a eu une conversation à l'époque où on parlait de 2D pour les produits à poids variable en Belgique, et ce qui l'a tout de suite amené à me poser la question de me dire, mais finalement, est-ce que ça ralentit ou pas le passage en caisse ? On n'avait pas du tout la réponse là-dessus. C'est une question qui a été très largement reprise à plusieurs reprises par le groupe Codification, qu'on a reporté à l'international, entre autres, et qui ont permis de poser des questions aussi à l'international, savoir finalement 1D, 2D, c'est quoi la différence de scan, de vitesse, est-ce que ça ralentit, qu'est-ce que ça nécessite comme aménagement, etc. Et du coup, ça a été le début de ces tests-là, avec les premiers contrôles qui ont été faits finalement pour déterminer c'est quoi le là, c'est quoi la vitesse mini-maxi de scan d'un code 1D, d'un code 2D au niveau du passage en caisse. Alors pour ça, on avait quelques indications. Le premier, c'est le taux moyen de passage en caisse. En général, c'est à peu près 40 articles par minute. Et ensuite, le record mondial, c'est 72 articles par minute. Donc on s'est calé sur ces éléments-là pour savoir finalement, est-ce qu'avec des codes 1D ou est-ce qu'avec des codes 2D, on arrive à maintenir ce niveau de vitesse et de passage en caisse. Alors la réponse, elle est oui. Alors on a 35 ou 40 ans maintenant d'expérience de scan des codes 1D, donc ça reste encore extrêmement effectif, extrêmement efficace et encore plus rapide que le code 2D, mais ça permet très largement de répondre aussi, les nouvelles technologies, aux problématiques de scan 2D, de passage en caisse. On a poussé avec le bras robotisé le record du monde jusqu'à 3 ou 4 fois sur le nombre d'articles à la minute qui pouvaient être scannés. Donc là-dessus, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors par contre, quand on parle de système de code barre, il y a deux choses. Il y a d'une part la symbologie. Donc aujourd'hui, ce que vous voyez sur les produits, c'est une symbologie linéaire, autoporteuse, qui comporte cette EN13. Et ensuite, il y a une syntaxe, c'est-à-dire la façon dont on peut organiser ces informations dans un code 2D ou dans un code linéaire, par exemple sur un G528. Et en fait, on va reprendre cet identifiant, le GTIN, qui est le produit, avec des identifiants de données qu'on va porter dans le code barre et qui va permettre donc de transcrire finalement ces données d'identification du produit, d'un numéro de série, d'une date ou autre, dans une URI ou dans une autre syntaxe, qui est celle, par exemple, qui est utilisée aussi pour la logistique, que vous utilisez déjà tous, qui est la syntaxe Element String. Et il y a une deuxième syntaxe qui est GS1 Digital Link URI, qui est celle qui permet donc de porter cette URI qui va permettre d'accéder, de scanner ce code barre et d'accéder directement avec un smartphone aux informations qui sont fournies. Donc dans le deuxième tiers de test, on a gardé donc le là, qui était le test de niveau 1, le premier, qui savait finalement quel était le niveau maxi de vitesse de scan, et on a rajouté des éléments qui étaient de rajouter des données additionnelles. Alors dans les deux syntaxes que j'ai indiquées, Element String et puis également GS1 Digital Link URI. Là encore, on a pu confirmer ces vitesses de scan, il n'y a pas de souci là-dessus. Ça nous a permis également, dans un troisième série de tests, de voir comment finalement ces choses-là allaient s'organiser les unes par rapport aux autres. Et donc ça nous a permis aussi de déterminer 2-3 autres choses. La première, c'est de déterminer la localisation des codes 2D par rapport à un code 2D, puisqu'on sait qu'on va avoir une période de cohabitation. On sait qu'on lance le début de la course, 2027, début 2028,
pour avoir des codes 1D ou 2D sur un packaging produit. Par contre, on sait que comme tout le monde ne sera pas forcément prêt au même moment, finalement, il va y avoir une période de cohabitation. Puis de toute façon, en tant qu'industriel, moi, je vais m'assurer quand même que tous mes partenaires sont en capacité de lire les codes barres qui sont sur mes produits. Donc, il y a forcément cette période de cohabitation qui va intervenir. Et donc, du coup, la question était de savoir comment on devait organiser ces codes barres les uns par rapport aux autres. Donc, ce qui est sorti, c'est d'une part de placer le code 2D dans un rayon de 50 mm autour du centre de la N13, de façon à rester relativement proche. Ceci pour que les scanners puissent ne faire qu'un seul bip, parce que ça aussi c'est une problématique à résoudre. Tout à l'heure Cédric parlait du bip, le bruit ne changerait pas, mais il faut aussi que ce qui ne change pas, c'est qu'il n'y ait qu'un seul article qui soit scanné quand ça passe en caisse, parce que s'il y en a deux ou s'il y en a zéro, il y aura des mécontents. Donc il faut absolument s'assurer de ça. Et ça fait partie de la recette, de dire il faut être à 50 mm du code 1D et 2D. Et le deuxième élément, c'est aussi une histoire de ce qu'on appelle le facteur de grossissement ou la dimension X. C'est-à-dire que quand on passe avec des systèmes de scan optiques, on va avoir un effet un petit peu loop en fait, sur ces différents codes barres qui fait qu'on doit avoir une proportionnalité de 1,5 entre la dimension X, donc la dimension de la plus petite barre du code linéaire, et la taille du plus petit carré du code 2D. Et ça va être de 1,5. Alors ça ne veut pas dire que le code 2D va faire une fois et demie le code linéaire, c'est pas du tout ça que ça veut dire, c'est juste le plus petit carré, le plus petit module, ce qu'on appelle, doit faire une fois et demie cette taille-là. La raison, elle est toute simple, c'est que ça va permettre quoi ? Ça va permettre de maintenir la même distance de scan pour les opérateurs en caisse. Alors, sinon, ça veut dire que quand j'ai un D, je vais avoir une distance qui sera je sais pas, 10 cm, et quand je vais avoir un 2D, je serai peut-être à 15 cm. Donc pour éviter cet effet-là, et limiter les TMS, on indique donc de garder cette proportionnalité de 1,5 au niveau des facteurs de grossissement. Voilà, donc les conclusions des tests, c'est les vitesses ne sont pas remises en cause. Les conseils qu'on donne au niveau des tables qui sont basés sur les tests qui sont faits dans ces labos tiennent la route parce que ça permet de les avoir aussi confirmés avec ces tests-là. Ensuite, on a besoin quand même de faire des mises à jour sur les scanners pour faciliter le traitement des informations, pour intégrer la syntaxe GS1 Digital Link URI, ne prendre en compte qu'un seul code barre, et puis également pour placer les codes barres dans un rayon de 50 mm, et puis donc cette proportionnalité de 1,5. Voilà. Et ensuite, ce qui nous manque maintenant, c'est un passage en format réel, c'est-à-dire en magasin, parce que le bras robotisé, il va passer à des vitesses qu'on va lui indiquer, à des inclinaisons, des distances, tout ça qui est préprogrammé, avec des dizaines et des dizaines de répétitions. Par contre, ça ne répétera jamais, je dirais, l'imperfection du bras humain, qui lui va avoir des trajectoires qui sera forcément différentes de ce que peut avoir un bras robotisé. Donc c'est là où on a besoin des distributeurs et des industriels pour pouvoir justement commencer à faire des tests en magasin et voir un petit peu ce que ça donne.